exercices que vous trouverez dans ce manuel. Vous choisirez chacun 3 expériences parmi la liste que voici et vous me remettrez un rapport toutes les 5 semaines. Les 25 premiers exercices correspondent au chapitre 1er sont à remettre demain. Le nez dans son livre de chimie, Charlie Dalton écarquilla les yeux. Il échangea un regard incrédule avec Knox Overstreet et tous deux secouèrent la tête en signe d'accablement. Peut-être par indifférence, Todd fut le seul à ne pas manifester d'émotion particulière devant la taille imposante du manuel et les consignes qui l'accompagnaient. La voix du professeur se mit à bourdonner inlassablement dans la salle de classe, plus soporifique qu'un gaz chimique, mais depuis qu'il avait mentionné les 20 premiers exercices, les garçons ne lui prêtaient plus qu'une oreille distraite. Lorsque la cloche retentit, les élèves fermèrent prestement le livre et cahier et gagnèrent pour la plupart la classe de M. McAllister. M. McAllister, un quinquagénaire corpulent au visage de bulldog qui parle latin avec une voix de rogom, ne perdit pas de temps en préambule. Il distribua les manuels et déclencha les hostilités sans crier égard. Nous allons commencer par la déclinaison des noms Agricola, Agricolae, Agricolam, Agricolae, Agricolae. Il se mit à arpenter la salle d'un pas pesant, tout en prononçant distinctement les mots latins que les garçons s'efforçaient de répéter après lui. Après 40 minutes de cet exercice, M. McAllister s'arrêta enfin et toisa la classe du haut de son estrade. « Messieurs, vous serez interrogés demain sur ces déclinaisons. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Il tourna face au tableau noir, ignorant superbement une vague rumeur de protestation. Mais il n'eut pas le loisir d'enchaîner sur le pensum suivant. Les élèves furent sauvés par la cloche. « Ce type est malade, grommela Charlie. Je ne pourrai jamais apprendre tout ça par cœur pour demain. »« T'en fais pas, le rassura Mix. Ce soir, je vous montrerai une combine infaillible. Allez, grouillez-vous, on va être en retard pour les maths. » À l'image de son principal occupant, la salle du professeur Heger était plus vétuste encore que les autres. Les lattes du parquet étaient disjointes et les figures géométriques qui décoraient les murs crépis avaient la jaunisse. Les manuels attendaient tranquillement les élèves sur le coin supérieur droit de leur pupitre. L'étude de la trigonométrie requiert une absolue précision, commença Heger. Quiconque me remettra un devoir en retard verra sa note finale diminuer d'1 point. Je vous prie instamment de ne pas me mettre au défi sur ce point. Bien, qui peut me donner une définition du cosinus? Richard Cameron demanda la parole et se leva. Le cosinus est le sinus du complément d'un angle ou d'un cercle, récita-t-il. Si l'on prend un angle A et... Pendant près d'1 heure, le professeur Heger les assomma de questions et de définitions mathématiques. Des mains se dressaient, les élèves se levaient et annonnaient la réponse comme des machines, essuyant de sévères remontrances en cas d'erreur. La cloche tardait à sonner. Elle fut accueillie par un soupir de soulagement. Pas trop tôt, souffla Todd en rassemblant ses affaires. 1 minute de plus et je tournais de l'œil. Tu t'habitueras vite au vieux Heger, le consola Mix. Quand tu auras appris le pli, ça ira tout seul. Je perds déjà à pied. Ployant sous la somme de travail qui s'amoncelait sur leurs frêles épaules, les garçons entrèrent dans la classe de littérature en traînant des pieds. Ils se délestèrent pesamment de leurs livres et s'écroulèrent à leur pupitre. Monsieur Keating, le nouveau professeur de lettres, portait une cravate, mais il avait tombé la veste. Il était assis à son bureau et regardait par la fenêtre, ne semblant pas même s'être aperçu de l'arrivée de ses élèves. Les garçons s'installèrent et attendirent, heureux de l'opportunité qui leur était offerte de souffler un moment et de se défaire de la tension des heures précédentes. Mais comme M. Keating ne bougeait pas, le regard toujours fixé sur l'horizon, ils commencèrent à gigoter sur les chaises, mal à l'aise. M. Keating se leva enfin, lentement, puis saisit une longue règle plate et se mit à arpenter les allées qui séparaient les rangées des tables. Il s'arrêta devant un élève et le regarda fixement. « Pourquoi rougissez-vous » Il se remit à déambuler au hasard en dévisageant intensément les garçons. « Oh oh » fit-il devant Todd Anderson.
Quel juvénile! S'écria-t-il alors, ses bras écartés englobant toute la classe. Avec une souplesse inattendue, il bondit sur son bureau. Oh, capitaine, mon capitaine! Déclama-t-il d'une voix puissante. Qui sait d'où se fait retirer? Allons, personne. Son regard perçant allait de l'un à l'autre des garçons. Aucune main ne se leva. Eh bien, apprenez, troupeau ignare, que ce vers est écrit par un certain Walt Whitman en l'honneur d'Abraham Lincoln. Dans cette classe, vous pourrez m'appeler Monsieur Keating ou, si vous êtes un tantinet plus hardi, oh capitaine, mon capitaine. Il sauta à pas du bureau et reprit ses allées et venues d'un pas ample, afin de couper court aux rumeurs qui ne manqueront pas de circuler sur mon compte. Sachez que j'ai moi aussi usé mes fonds de culotte sur ces bancs il y a quelques lustres et qu'à l'époque, je ne jouissais pas encore de cette personnalité charismatique que vous avez la joie et la fortune de découvrir aujourd'hui. Si d'aventure il vous venait à l'idée de marcher dans mes traces, sachez que cela ne peut qu'améliorer votre note finale. Prenez votre manuel, messieurs, et suivez-moi dans la salle d'honneur. Montrant la direction de sa règle pointée vers la porte, Keating ouvrit la marche. Les garçons se lancèrent l'un l'autre des regards déconcertés, puis ramassèrent leurs livres et prirent le chemin de la salle d'honneur de Welton. Keating en arpentait déjà le carrelage, attendant que ses élèves fussent tous rassemblés. Son regard errait sur les murs où étaient accrochées les photographies de classe remontant à la fin du XIXe siècle. Des trophées et des coupes de toute taille trônaient sur les étagères et derrière les panneaux vitrés. Lorsque tous furent assis, Keating se tourna vers la classe. Il jeta un œil à la feuille d'appel. Monsieur Pitts, quel drôle de nom. Levez-vous, monsieur Pitts. Le grand Pitts obéit avec sa nonchalance coutumière. Ouvrez votre livre à la page 542, Pitts, et lisez la première strophe du poème. Pitts tourna les pages de son livre. Ô Vierge, pour qu'elle profite du temps présent, demanda-t-il. Celui-là même, répondit Keating, tandis que des gloussements se faisaient entendre. Pitts s'éclaircit la voix. Cueillez dès maintenant les roses de la vie, car le temps jamais ne suspend son vol. De cette fleur qui s'évanouit aujourd'hui, demain sera flétrie. Il s'arrêta. Cueillez dès maintenant les roses de la vie, répéta Keating. L'expression latine utilisant ce thème est carpe diem. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Carpe diem, dit Mix, incollable en latin. Profite du temps présent. Excellent, monsieur Mix. Profite du temps présent, répéta Keating. Pourquoi le poète écrit-il cela? Parce qu'il est pressé à certains élèves, provoquant de nouveaux ricanements. Non, messieurs, aucune autre suggestion. Eh bien, c'est parce que tous autant que nous sommes condamnés à être mangés par les vers, s'écria Keating en fixant ses élèves. Parce que nous sommes condamnés à ne connaître qu'un nombre restreint de printemps, d'été et d'automne. Un jour aussi incroyable que cela puisse paraître, à vos robustes constitutions, ce cœur qui soulève nos poitrines cessera de battre et nous rendrons le dernier souffle. Il marqua une longue pause. Le silence régnait dans la galerie. Levez-vous, messieurs, et venez étudier les visages de ces adolescents qui vous ont précédés sur ces bancs quelques 60 ou 70 ans plus tôt. Allons, ne soyez pas timides, venez les voir. Les garçons se levèrent et s'approchèrent des cadres fixés au mur. Ils examinèrent avec intérêt ces visages frais et confiants qui, du fond de leur lointain passé, semblaient leur renvoyer leur regard. Ils ne sont pas très différents de vous, n'est-ce pas? Les yeux remplis d'espoir et d'ambition, comme les vôtres. Ils se croient promis à de grandes destinées, comme beaucoup d'entre vous. Eh bien, jeunes gens, que sont ces sourires devenus? Et que reste-t-il de cet espoir? Les garçons observaient attentivement ces instantanées surgies du passé. Keating allait et venait, portant l'extrémité de sa règle sur les visages jaunis. Est-ce qu'ils n'ont pas trop attendu avant de réaliser une fraction de ce dont ils étaient capables? À trop aduler la déesse toute puissante de la réussite sociale, n'ont-ils pas bradé à vil prix leurs rêves d'enfance? Dans quelles ornières, dans quelle mesquinerie se sont embourbés leurs idéaux? La plupart d'entre eux mangent aujourd'hui des pissenlits par la racine. Mais si vous tentez bien l'oreille, messieurs, vous pourrez les entendre vous murmurer quelque chose. Allez-y, n'ayez pas peur, penchez-vous, écoutez, vous entendrez leur message.
timidement vers les photographies. Carpe diem, murmura Keating d'une voix d'outre-tombe. Profitez du jour présent, que vos vies soient extraordinaires. Todd, Neil, Knox, Charlie, Cameron, Mix, Pitts et les autres s'abîmèrent dans la contemplation de photographies de leurs prédécesseurs, mais le fil de leurs réflexions fut brutalement interrompu par la cloche. Quelques instants plus tard, ils sortaient dans la cour de l'école, leurs livres sous le bras. Plutôt bizarre, marmonna Pitts. En tout cas, ça change, fit Neil. J'ai encore la chair de poule, fit Knox. Vous croyez qu'on sera interrogé là-dessus demanda Cameron, l'air perplexe. Cameron, ricana Charlie. Tu ne comprends donc jamais rien à rien. Cameron s'arrêta, les mains écartées. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre? Pour toute réponse, les autres le laissèrent sur place. Chapitre 5. Après le déjeuner, les garçons se rassemblèrent dans le gymnase pour le cours obligatoire d'éducation physique. Bien, messieurs, rama le professeur, nous allons essayer de muscler ces corps avachis et freluqués. Faites-moi le tour du gymnase, arrêtez-vous après chaque tour et prenez votre pouls. Si vous ne le trouvez pas, venez me voir. Allez, et que ça saute, conclut-il en leur donnant le signal du départ d'un claquement de main. Le groupe se mit lentement en branle. Ricanant dans sa barbe, le professeur alla s'adosser au mur pour houspiller tout à loisir les coureurs. Un peu de nerf, Hastings. Faudra me perdre un peu de cette graisse. Vérifiez votre pouls et le foulée, Over Street, lança-t-il. Knox sourit et agita la main en passant devant le professeur. Ils crurent mourir d'épuisement avant la fin de la séance. La classe s'était peu à peu étirée sur tout le pourtour du gymnase, et certains commençaient à traîner la jambe et s'arrêtaient de plus en plus longuement pour compter leurs battements de cœur. Sous les exhortations railleuses du professeur qui finit malgré tout par les envoyer à la douche. « Je suis mort !» s'exclama Pitts sous le jet d'eau brûlante. « Ce type s'est trompé de vocation, il aurait dû faire adjudant-chef. »« Allons, Pitts, c'est pour ta santé, » rigola Cameron. « Facile à dire, rétorqua Pitts. « Tu ne courais pas, tu te promenais. Moi, je l'ai eu sur le dos pendant 1 heure. » Pitts se tourna face contre le mur en voyant arriver le professeur de gymnastique qui arpenta la salle des douches comme pour en superviser les activités. « Qui est d'accord pour une étude du soir ?» lança Mix sous sa douche, juste après le dîner. « D'accord, j'en suis, » répondirent plusieurs voix. « Harrison, ramassez-moi ce savon, » ordonna le professeur. « Vous, là, assez lambiné, allez vous sécher. »« Désolé, Mix, je ne peux pas ce soir, fit Knox. Tel que vous me voyez, je sors dîner chez les Danbury. »« Qui c'est ça, les Danbury ?» demanda Pitts. « Des grosses légumes, fit Cameron, avec un sifflement vieux. « Comment t'as dégoté cette invitation ?» Knox haussa les épaules. « Des amis de mon père, probablement des centenaires saignés les raseurs. »« Ne râle pas, dit Neil, ça vaut toujours mieux que les sovnis qu'on nous sert ici. »« C'est quoi les sovnis ?» demanda Todd, auquel le jargon de Walton était encore peu familier. « Orgie de viande non identifiée, lui fut-il répondu. Une fois habillés, les garçons fourraient à la diable leurs affaires de gymnastique dans leur casier et sortaient. Assis sur un banc, Todd enfilait lentement ses chaussettes. « À quoi penses-tu » demanda Neil en venant s'asseoir à côté de lui. « À rien. »« Tu veux venir étudier avec nous ce soir ?»« Merci, mais je préfère bosser ma géographie. »« Comme tu voudras, tu peux toujours changer d'avis. » Neil prit son paquet de livres sous le bras et quitta le vestiaire. Machinalement, Todd lui suivit des yeux, puis son regard sembla se perdre dans le vide. Il laissa ses chaussures, ramassa ses livres et prit la direction du dortoir. Un calme inhabituel régnait sur le collège. Sous la brise, les feuilles remuaient et murmuraient. L'eau sur le lac frémissait. Le jeune garçon fit halte devant la chapelle, ébloui par la façade rougeoyante. Arrangée d'arbres qui marquait la limite du campus et lançait un éventail si derniers rayons à travers le filtre oscillant du feuillage, comme à l'église lorsque Todd s'amusa à plisser les paupières en fixant la flamme des cierges. L'univers est si grand, murmura Todd, et Walton s'y étriquait. Sur le chemin du dortoir, il croisa plusieurs garçons avec qui il échangea un sourire timide. Une fois dans sa chambre, la porte vite refermée, il posa ses livres sur sa table et poussa un long soupir avant de s'asseoir. C'est toi à jouer un moment sur la tranche de ses livres de classe.
jamais à bout de tout ce travail, dit-il. Il ouvrait son manuel de géographie, prit un cahier et resta en arrêt devant la première page blanche. En grosses lettres capitales, il inscrivit sur toute la largeur: Profite du jour présent. Profiter du jour présent, c'est bien joli, mais comment? Avec un nouveau soupir de lassitude, il arracha la page, en fit une boule de papier entre ses mains et la jeta dans la corbeille. Puis, résigné, il se plongea dans son livre de géographie. Près Overstreet, s'enquit le professeur Hager, en entrant dans la salle d'honneur où Knox Overstreet contemplait à nouveau les photographies des anciens élèves de Weldon. Prêt pour le sacrifice, répondit l'adolescent en suivant Hager jusqu'à la vieille limousine de l'école, garée devant le perron. Par la vitre baissée, l'adolescent respirait les émanations vivifiantes de la terre noire et humide. La tiédeur de l'air était encore accentuée par les feintes fauves et ambrées de l'automne. C'est beau quand les arbres changent de couleur, hein, monsieur Hager? Quoi? Oh, les couleurs, oui, oui. Quelques minutes plus tard, Hager immobilisait la voiture devant l'imposante maison de style colonial où demeurait la famille Dunbury. Merci pour la promenade, monsieur Hager, sourit Knox. Les Dunbury ont dit qu'ils me ramèneraient au campus. 21 € plus tard, entendu. Comptez sur moi, monsieur. Tandis que le pneu de la lourde guimbarde crissait sur le gravier, l'adolescent, la mort dans la main, gravit les 3 marches menant à la porte de la grande bâtisse. Il actionna le carillon et adressa un dernier signe de la main au professeur Hager, tout en réajustant distraitement son cravate. La porte s'ouvrit et Knox resta sans voix, bouche bée. Blonde comme un ange, une adorable jeune fille venait d'apparaître dans l'embrasure. Elle devait être à peine plus âgée que lui et porter une ravissante jupette de tennis qui mettait en valeur ses cuisses fuselées et aussi dorées que ses cheveux. Bonsoir, dit-elle d'une voix chantante. Ses yeux bleus semblaient lui sourire. Knox était pétrifié. Bonsoir, finit-il par balbutier. Tu veux voir Chet? Il ne répondit pas, continuant de la dévorer des yeux, ému par la grâce et par la ferme rondeur de sa silhouette. Chet, répéta-t-elle en riant. Tu viens voir Chet? Madame Dunbury. À ce moment, une dame d'un certain âge passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. La jeune fille pouffa de rire et s'envola vers l'escalier. Entrez, Knox, puis Madame Dunbury. Nous vous attendions. Knox entra dans le vestibule, mais ses yeux restaient rivés sur les jambes nues et la jupette blanche qui grimpait les marches 4 à 4. Madame Dunbury le précéda dans une vaste bibliothèque aux murs lambrisés de bois sombre. Enfoncé dans un fauteuil de cuir au coin de la cheminée, un homme d'une 40aine d'années en costume strict mais élégant lisait le journal, tout en tirant sur sa pipe. Joe, appela Madame Dunbury, Knox est arrivé. Délaissant sa lecture, M. Dunbury se fendit d'un large sourire et vint au-devant du jeune homme en allongeant une main chaleureuse. Heureux de te rencontrer, Knox. Comment vas-tu? Enchanté, répondit l'adolescent dont les pensées s'étaient enfuies à la suite de la jeune fille. Tu es le portrait tout craché de ton père. Que devient-il, le vieux bougre? M. Dunbury servit et tendit à Knox un verre de jus de fruits. Bien, il vient de remporter un procès important pour General Motors. Excellent, mon petit homme, dit que ta carrière est toute tracée. Tel père, tel fils, pas vrai? Joe partit d'un grand éclat de rire, aussi bref que sonore. Knox, de son côté, se contenta d'un sourire poli. Tu as fait la connaissance de notre fille Virginia. Oh, c'était votre fille, dit Knox, soudain plus intéressé. Il montrait du doigt l'escalier. Virginia, viens dire bonjour, appela Madame Dunbury. Une jeune fille d'une 15aine d'années, d'une beauté un peu fade, se leva de derrière un divan dans un coin de la pièce. Des filles et des cahiers remplis d'écriture appliquée étaient éparpillés par terre autour d'elle. Je préfère qu'on m'appelle Jenny, dit-elle en souriant timidement. Bonjour. Bonjour, répondit Knox. Mais ses yeux ne s'arrêtèrent
se poursuivent dans le vestibule. Knox, Ginny et Chris se retrouvèrent seuls, un peu gênés dans la bibliothèque. Tu vas à quelle école demanda Knox pour combler le silence. À Ridgeway High. Ça te plaît, Henley Hall, Ginny? Pas trop mal, c'est l'équivalent de Walton pour les filles, non? Si on veut, répondit Knox. Ginny, tu vas participer à la pièce de Henley Hall. Elle se tourna vers Knox pour expliquer. Cette année, il monte le songe d'une nuit d'été. Peut-être, fit Ginny en haussant les épaules. Nouveau silence. Comment as-tu rencontré Chet? Les deux filles regardèrent Knox avec surprise. Enfin, je veux dire, j'ai toujours dans l'équipe de football de Ridgeway High. Et je suis cheerleader. Il était à Walton, mais il s'est planté aux examens. Elle se tourna vers Ginny. Tu joues dans la pièce, Ginny. Je suis sûre que tu serais une très bonne actrice. Ginny baissa les yeux timidement. Chet réapparut à la porte. Chris, ça y est, dit-il victorieux. J'ai la voiture. On met les voiles. Heureuse de t'avoir rencontré, Knox, sourit Chris une dernière fois en quittant la pièce, main dans la main avec Chet. Au revoir, Jenny. Heureux de t'avoir rencontré, Chris, murmura l'adolescent. Elle disparut dans un volte-face qui fit voler sa chupette blanche. Knox resta un moment médusé. Autant s'asseoir en attendant le dîner, suggéra Jenny lorsqu'ils furent seuls. Il y eut un nouveau silence embarrassé. Chet veut la grosse voiture uniquement pour picoter Chris, fit-elle subitement. Elle rougit légèrement, se demandant pourquoi elle avait dit cela. Entre les croisillons de la fenêtre, Knox vit Chris et Chet se diriger vers la buick. Ils échangèrent un long baiser dans la nuit bleue. Knox sentit la lame effilée de la jalousie lui transpercer le cœur. 2 heures plus tard, Knox rentrait en vacillant dans la salle d'études du dortoir où Neil, Cameron, Mix, Charlie et Pitts bûchaient sur la mathématique. Sur une table du fond, Pitts et Mix bricolaient un récepteur de radio. Knox s'écroula sur un vieux divan en cuir râpé. Comment s'est passé ton dîner? Demanda Charlie. Tu as l'air sous le choc, la bouffe était si mauvaise. C'est terrible, j'ai dit Knox. Affreux. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de rencontrer la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Neil se leva d'un bond et se jeta sur le divan. Tu es fou, qu'est-ce qu'il y a d'affreux là-dedans? Elle est pratiquement fiancée à cette brute épaisse de Chet Danbury. Pas de veine, fit Pitts. Pas de veine, c'est une tragédie, oui. Pourquoi faut-il qu'elle soit amoureuse d'un demeuré pareil? Les filles préfèrent les demeurés, c'est bien connu, dit Mix. Oublie-la, sors ton livre de trigo et fais-moi plutôt le problème douce, ça te calmera les nerfs. Je peux pas l'oublier, Mix. Mais je n'ai pas la tête à faire des maths maintenant. Au contraire, ton esprit a déjà pris la tangente, donc tu fais de la trigo sans le savoir. Mix, fit Cameron en secouant la tête. Celle-là est vraiment faiblarde. Désolé, je la trouvais plutôt marrante. Knox se leva et fit 100 pas dans la pièce. Vous croyez vraiment que je devrais l'oublier? Tu as le choix. Knox tomba à genoux devant Pitts dans la position de l'amant transi. Tu es mon unique amour, Pitsy, déclama-t-il. Un jour sans te voir, le monde n'a plus de sens. Pitts le repoussa d'une bourrade et Knox se laissa choir sur une chaise. Allez, ça suffit pour ce soir, décréta Mix. Gardons notre énergie pour demain. Au fait, où est Todd? Demanda Cameron. Il a dit qu'il préférait travailler sa géographie. Allez, Knox, conclut Cameron, tu ne n'en mourras pas. Et puis qui sait, tu retrouveras peut-être même un moyen de gagner son cœur. Rappelle-toi, cueillez dès maintenant les roses de la vie. Knox sourit, puis suivit ses camarades vers le dortoir tout en rêvant au tout visage de la belle Chris. Le lundi matin, la classe 3, M. Keating en train de se balancer sur une chaise derrière son bureau. Il semblait plongé dans ses pensées. Messieurs, dit-il lorsque la cloche eut sonné le début du cours, ouvrez votre recueil de texte à la page 21 de l'introduction. Monsieur Perry, veuillez lire à haute voix, à haute et intelligible, à voix haute et intelligible, le premier paragraphe de la préface intitulée Comprendre la poésie. Il y eut un bruit de page qu'on tourne, puis tous écoutèrent la lecture de Neil. Comprendre la poésie, par le professeur J. Evans Pritchard, Dr. S. Lettres. Pour bien comprendre la poésie, il faut d'abord se familiariser avec la métrique, le rythme et les figures de style. Il faut ensuite se poser 2 questions. Premièrement, le thème du poème a-t-il été traité avec art? Deuxièmement, quelle est l'importance et l'intérêt de ce thème? La première question évalue la perfection formelle du poème, la seconde son intérêt. Quand on aura répondu à ces 2 questions, il deviendra relativement aisé de déterminer la qualité globale du poème. Si l'on note la perfection du poème,
classe, plusieurs élèves recopiaient avec soin dans leur cahier le diagramme. Neil termina sa lecture. En lisant les poèmes de ce recueil, mettez en pratique cette méthode. Mieux vous saurez l'évaluer de la sorte et mieux vous saurez comprendre et donc apprécier la poésie. Neil s'arrêta à la fin du paragraphe. Keating resta un moment silencieux, comme pour attendre que les élèves aient bien assimilé la leçon. Puis il s'approcha du premier rang pour faire face à la classe. De l'excrément, déclara-t-il soudain en détachant les syllabes. Les garçons sursautèrent et le regardèrent sans comprendre. De l'excrément, répéta Keating avec plus d'énergie. De l'ordure, de la foutaise, de la chienlit. Voilà ce que je pense de l'essai de Monsieur Pritchard. Messieurs, je vous demande d'arracher cette page de vos livres. Dans la classe, on échangea des regards incrédules, ne sachant quelle mouche venait de piquer le professeur. Allons, messieurs, arrachez-la, vous m'entendez? Les garçons restaient interdits, horrifiés à l'idée de cet acte blasphématoire. Plus hardi, Charlie finit par arracher la page de son recueil. Merci, monsieur Dalton, fit Keating. Allons, vous autres, un peu de courage. Vous ne retirez pas en enfer pour si peu. Et pendant que vous y êtes, déchirez-moi toute l'introduction. À la poubelle, le professeur G. Evans Pritchard. Enfin libérés par l'exemple de Charlie, les élèves s'entendèrent à cœur joint, arrachant à qui mieux les premières pages de leur manuel et les faisant voler au-dessus de leur tête. Keating alla chercher une corbeille dans un coin pour effectuer la collecte. Ce chahut attira l'attention du professeur de latin, M. McAllister, qui passait dans le couloir. Collant son visage de bulldog contre l'ouverture vitrée de la porte, il découvrit un spectacle d'horreur et son sang ne fit qu'un tour. Ouvrant brusquement la porte, il bondit dehors la classe. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Donna-t-il. Brutalement rappelé à l'ordre, la classe se figea. Mais M. McAllister aperçut alors M. Keating, une corbeille pleine à la main. Oh, je vous prie de m'excuser, j'ignorais que vous étiez ici, M. Keating. Vous voyez, j'y suis, répondit ce dernier avec un sourire imperturbable. Perplexe, M. McAllister tourna les talons et referma doucement la porte. M. Keating regagna son estrade et posa la corbeille à terre. D'un bond, il y sauta à pieds joints, déclenchant un nouveau réflexe d'hilarité. Les yeux de Keating brillaient. Il piétina les pages froissées, puis, d'un coup de pied, envoya la poubelle dans un coin. Nous sommes engagés dans une bataille, messieurs. Que dis-je, une bataille? C'est la guerre. Jeunes âmes parvenus à un stade crucial de leur développement, ou bien vous serez broyés, laminés par le rouleau compresseur de l'académisme. Et le fou périra avant même d'avoir éclos. Vous triompherez et pourrez alors épanouir votre individualité. N'ayez aucune crainte, vous apprendrez ce que cette école exige que vous sachiez. Mais j'accomplis toute ma tâche, vous apprendrez bien plus encore. Par exemple, vous découvrirez le plaisir des mots, parce que, en dépit de tout ce qu'on a pu vous dire, les mots et les idées ont le pouvoir de changer le monde. Keating se remit à arpenter la pièce. Je vois dans l'œil de M. Pitts que la littérature du XIXe siècle, c'est peut-être bien joli, mais ça n'a aucune utilité. Ça n'est d'aucune utilité pour la médecine ou le commerce. Il pense que nous devrions nous borner à étudier notre Pritchard, annoncer les règles de la métrique et garder notre énergie pour d'autres ambitions plus terre-à-terre. Keating s'accroupit au centre de l'allée. Approchez, messieurs, j'ai un secret à vous confier. Les élèves de la rangée extérieure se levèrent et se penchèrent au-dessus de leurs camarades pour former un cercle autour de leur professeur. Lorsque tous furent tendus par l'attente, Keating prit la parole à voix basse sur le ton de la confidence. On écrit et on lit de la poésie, non pas parce que c'est joli, mais parce qu'on fait partie de l'humanité. On écrit et on lit de la poésie parce que les hommes sont des êtres de passion. La médecine, le droit, le commerce sont de nobles activités, toutes nécessaires à nous maintenir en vie. Mais la poésie, l'amour, la beauté, l'aventure, voilà notre raison de vivre. Pour citer Whitman, oh moi, oh vie, toutes ces questions qui m'assaillent, ces cortèges sans fin d'incroyants, ces villes peuplées de sots, qu'y a-t-il de bon dans tout cela, oh moi, oh vie? Réponse, que tu es ici, que la vie
6. McAllister tira une chaise et s'assit à côté de Keating à la grande table des professeurs. Vous permettez, fit-il en prenant place. Je vous prie, lui répondit Keating. La salle résonnait sous le cliquetis des couverts et le tintement des verres. Légèrement en contrebas, les élèves déjeunaient autour d'une vingtaine de longues tables en bois de chêne. Très intéressant votre cours de ce matin, commença McAllister avec une pointe de sarcasme. Désolé si je vous ai choqué. Oh, ne vous excusez pas. C'était tout à fait passionnant, même si vous faites fausse route. Keating haussa les sourcils. Fausse route. McAllister hocha la tête d'un air docte. Indiscutablement, vous prenez un gros risque en les encourageant à devenir des artistes. Quand ils comprendront qu'ils ne sont ni Rembrandt, ni Shakespeare, ni Mozart, alors ils vous en voudront. Vous faites erreur, George. Il ne s'agit pas d'en faire des artistes. Je veux forger des esprits libres. McAllister fit mine d'éclater de rire. Des philosophes à 17 ans. C'est curieux. Je ne vous aurais pas imaginé cynique, dit Keating avant d'avaler une gorgée de thé. Pas un cynique, mon cher, reprit le professeur de latin. Un réaliste. Montrez-moi un cœur affranchi du vain fardeau des rêves, et je montrerai un homme heureux. L'homme n'est jamais aussi libre que lorsqu'il rêve, lui répliqua Keating. Je l'ai vu et restera la vérité. M. McAllister fronça les sourcils sous l'effet d'un intense effort de mémoire. C'est du Tennyson? Non, du Keating. McAllister répondit au sourire malicieux de Keating, et tous deux se mirent à manger avec appétit. À ce moment précis, Neil Perry entra dans le réfectoire et se dirigea à grands pas vers la table où étaient réunis ses camarades de classe. Regardez ce que j'ai déniché, leur souffla-t-il avec enthousiasme. C'est l'annuaire de sa dernière année à Walton. D'un signe de tête, Neil montra le nouveau professeur de littérature qui devisait avec McAllister. Il ouvrit l'annuaire et lut capitaine de l'équipe de football, rédacteur en chef de l'annuaire, se destine à Cambridge, tête brûlée et coureur du jupon, cercle des poètes disparus. Les autres essayèrent de s'emparer du livre, mais Neil fut plus prompt. Coureur du jupon, répéta Charlie en riant. Monsieur Keating était un joyeux drillet, un bon point pour lui. C'est quoi le cercle des poètes disparus demanda Knox. Il y a une photo de groupe dans le bouquin. Non, aucune, répondit Neil. Ce cercle des poètes disparus, ce cercle des poètes n'est mentionné nulle part ailleurs. Charlie donna un coup de pied. Nolan, siffla-t-il. À l'approche du doyen, Neil passa l'annuaire sous la table à Cameron, qui, avalant une bouchée de travers, s'empressa de le refiler à Todd, qui le regarda un moment sans comprendre avant de dissimuler le livre. Alors, monsieur Perry, tout se passe bien en classe? S'enquit monsieur Nolan en s'arrêtant à leur table. Oui, monsieur. Et votre monsieur Keating, il est intéressant? Oui, monsieur, nous étions justement en train de parler de lui. Parfait, parfait. Nous sommes vraiment ravis de le compter parmi nous. C'est un homme très brillant, vous savez. Les garçons approuvèrent poliment de la tête. Lorsque M. Nolan se fut éloigné, Todd ouvrit l'annuaire sur ses genoux, le feuilleta jusqu'à la fin du déjeuner. Je dois le rapporter à la bibliothèque, dit Neil en sortant de la table. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Un peu de recherche sur les poètes disparus. Après le dernier cours de la journée, la bande gagnait tranquillement le dortoir lorsqu'ils aperçurent M. Keating qui traversait le campus d'un bon pas, vêtu d'un par-dessus sombre et d'une écharpe, un paquet de livres sous le bras. Monsieur Keating, appela Neil, pardon. Professeur. Oh, capitaine, mon capitaine. À cette dernière interpellation, Keating s'arrêta net et pivota sur ses talons. Les garçons hâtèrent le pas pour le rejoindre. Qu'est-ce que c'était le cercle des poètes disparus? Demanda Neil. Keating parut surpris. On regardait un vieil annuaire et il ne faut jamais rougir d'avoir un esprit curieux. Les garçons attendirent une explication, mais leur professeur n'en dit pas plus. Qu'est-ce que c'était? Insista Neil. Keating regarda autour de lui, comme pour s'assurer qu'aucune oreille indiscrète ne pouvait l'entendre. Une organisation secrète, murmura-t-il. Et si vous voulez mon avis, je doute fort que l'administration actuelle voit la chose d'un très bon œil. Ses yeux scrutaient le campus. Les garçons retinrent leur souffle. Vous jurez de garder le secret? Ils s'empressèrent d'opiner de la tête. Le cercle des poètes disparus était une société dont les membres se fixaient pour objectif de sucer toute la moelle de la vie. C'est par cette expression de taureau que nous ouvrions la séance. Nous étions une poignée à nous réunir dans la vieille grotte indienne, et chacun notre tour nous lisions Shelley, Thoreau, Whitman.
échangèrent des regards étonnés. La dernière réunion a eu lieu il y a 15 ans, se souvint Keating. Après un dernier regard à la ronde, le professeur les salua et s'éloigna de son pas décidé. Le cercle des poètes disparut, répéta Neil en le regardant disparaître. À cet instant, la cloche dîner retentit. Et si on allait faire un tour dans cette grotte, ce soir? Dit Neil. Vous êtes partant? On ne sait même pas où est cette grotte. Mais si, c'est après la rivière. Je crois que je saurais la trouver. C'est à 10 kilomètres, se lamenta Pitts, que l'idée d'un tel effort physique épuisait déjà. Et puis, c'est la barbe, protesta Cameron, que terrifiait davantage l'idée d'une infraction au règlement. Alors ne viens pas, rétorqua Charlie. On risque de récolter un blâme, dit Cameron, livrant le fond de sa pensée. Alors ne viens pas, répéta Charlie. Tout nous fera plaisir. La peur d'être exclu du groupe l'emporta. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Faudra pas se faire pincer. Tu sais que t'es futé, toi, ironisa Charlie. Au loin, la voix de Hugger résonna, appelant les traînards. Qui en est devant Daniel? Moi, lança aux yeux de Charlie. Moi aussi, dit Cameron avec réticence. Les autres hésitaient et baissèrent les yeux sous le regard insistant de Neil. Eh bien, j'en sais rien. Et puis il y a Hugger qui nous regarde. Allez, Pitts, quoi. Pitts a besoin de bosser, intervint Mix pour sa défense. Alors tu n'auras qu'à l'aider. On potasse en nocturne maintenant, fit Pitts. Dernier avertissement, brama Hugger. La cloche a sonné. Le groupe s'élança au petit trou en direction du réfectoire. Allez, Pitts, tu viens, décréta Neil. Mix, tu ne vas pas non plus me dire que tu te fais du souci pour ta moyenne. C'est bon, fit l'intéressé. Après tout, j'estime qu'il faut avoir tous essayé au moins une fois. Sauf les filles, ricana Charlie. Pas vrai, Mix, vieux frère. Le village de Mix se colora sous les ricanements de ses camarades. Knox, je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt. Allons, l'exhorta Charlie. Pense que ça t'aidera en bas les grises. Ah oui, comment ça? Tandis qu'à Keating, les femmes se pâmaient. Et pourquoi elles se pâmaient, Charlie? Réponds-moi, bon sang, pourquoi elles se pâmaient? Pour toute réponse, Charlie éclata de rire et s'engouffra dans le réfectoire, laissant Knox perplexe à la porte. Après le dîner, Neil alla trouver Todd, qui travaillait paisiblement dans la salle d'études. Tu es convié à la réunion du cercle ce soir, murmura-t-il à son compagnon de chambre. Il s'était souvenu que personne n'avait songé à le prévenir de leur expédition nocturne. Tu ne devrais pas toujours attendre que les autres fassent le premier pas, le gronda-t-il gentiment. Rappelle-toi qu'on ne te connaît pas ici, qu'en plus de ça, tu n'es pas très bavard. Merci, c'est gentil, mais allez-y sans moi. Pourquoi? Quel est le problème? Je, je n'ai pas envie d'y aller, c'est tout. Mais pourquoi? Tu ne comprends donc pas ce que dit Keating. Tu n'as pas envie d'essayer? Il tourna la page de son livre, voyant approcher le maître d'études qui examinait les deux garçons d'un œil soupçonneux. Si, murmura Todd lorsque le surveillant fut passé. Mais quoi, Todd? Tu peux me le dire? Todd baissa les yeux. Je ne veux pas lire. Quoi? Keating a dit que tout le monde devait lire. Je ne veux pas. Toi, tu as vraiment un problème, pas vrai? En quoi ça peut te gêner?